tous, je m'appelle Olivier Guetta et avec Agnès Lancelot, nous nous occupons de la commission groupe de travail. Les groupes de travail sont au cœur de la mission de l'association en Baie-de-France. C'est un vrai lieu d'échange, de travail collaboratif sur des sujets transversaux. Dans l'ensemble, nous avons eu peu d'activités en 2020, principalement à cause de la cause Covid-19 et aussi des périodes prolongées de chômage partiel dans de nombreuses entreprises, d'où une tendance un peu de chacun à se recentrer sur ses activités cœur de métier. Nous avons démarré l'année 2020 avec 6 GT et je vais faire une synthèse rapide de leurs activités. Alors, commençons par le GT IA embarqué qui a été très actif en 2020 et donc Agnès et moi avons souhaité le mettre à l'honneur cette année et je vais donc tout de suite céder la parole à son pilote Loïc Cantat qui va pouvoir décrire les réalisations 2020 et les objectifs 2021 de ce groupe. Loïc, à toi. Merci Olivier. Donc, pour rappel, les activités de ce GTIA embarqué, elles sont nées d'une nécessité identifiée de partager entre les acteurs de l'IA embarqué sur les verrous qui sont propres au système critique intégrant des composants d'IA et notamment de machine learning. Donc, les objectifs qu'on se donne, c'est de partager des rétex. Donc, chaque acteur dans les différents domaines d'emploi, domaines d'application, essaye de mettre en place maintenant, avec les avancées dans le machine learning, des nouveaux composants, des nouvelles briques. Et bien sûr, c'est des choses assez nouvelles, donc on se heurte à des difficultés. Donc le GT est un lieu d'échange sur ce partage-là. Son enjeu étant de contribuer à une synthèse des verrous et des attentes de la filière vis-à-vis de ses spécificités à l'IA embarquée. Donc sur les activités 2020, on avait l'objectif d'organiser des réunions thématiques, mais propres au GT. Cette activité-là a été réduite, d'une part du Covid, mais aussi du fait qu'il y ait beaucoup d'initiatives qui existent autour de l'IA embarquée. On a préféré contribuer à ces différentes initiatives et mettre en relation différents canaux plutôt que de mener des activités trop en propre, notamment le programme Confiance.IA qui fait partie des grands défis au niveau national et le groupe de travail IA embarqué au niveau de la filière électronique, donc qui ont travaillé tous les deux, ces deux groupes de travail qui ont travaillé cette année et tous les deux ont une part importante d'action autour de l'IA embarqué. Côté confiance, l'enjeu est bien identifié puisque le programme Confiance.IA a pour vocation d'aider à définir des méthodologies, un environnement de travail pour concevoir des systèmes intégrant des composants d'IA. Il y a des systèmes qui ont vocation à être embarqués et donc il y a tout un pan de ce programme-là qui va être dédié à identifier les spécificités liées à l'IA embarquée. Et donc définir des méthodologies et des outils. Et donc une partie des travaux ont permis d'identifier un certain nombre de champs à explorer dans les années qui viennent sur cet axe-là. Et donc on a contribué dans ce cadre-là. Sur le côté filière électronique, un groupe de travail dédié à l'IA embarquée a été identifié, notamment parce qu'il est perçu que l'IA embarquée va être un des drivers importants de l'évolution de la filière électronique dans les années qui viennent. Et donc l'objectif était de faire un peu un état de l'art, un peu à la fois des évolutions en cours et à venir, des solutions autour de l'IA embarquée et surtout des principaux défis et enjeux qui allaient devoir être résolus dans les années qui viennent. On a travaillé dans deux grands groupes de travail différents, Confiance.IA d'un côté et puis le groupe de travail de la filière électronique de l'autre. Je vais commencer par la filière électronique pour identifier les travaux. Donc, il y a eu un enjeu d'essayer d'identifier un petit peu quelles étaient les principales spécificités et quelles étaient les attentes de la filière électronique dans ce cadre-là. Et donc, on a essayé de construire une cartographie de quelles étaient les interactions de l'électronique embarquée avec l'IA embarquée dans sa globalité. Et donc, on peut voir sur ce schéma un petit peu l'impact sur le côté architecture hard-soft pour un fonctionnement performant robuste. C'est gérer l'évolution des systèmes à base d'IA, c'est savoir expliquer leur fonctionnement, c'est certifier, homologuer les IA. On voit bien que dans ces aspects-là, le choix de l'architecture ou la typologie d'architecture a une incidence, mais aussi simuler la cible et les intégrer sur des architectures. Ce qui a été aussi construit, c'est le fait que pour concevoir des systèmes embarqués à base d'IA, il faudrait s'appliquer sur un design conjoint qui repose sur
quatre facettes. Une facette hardware, les nouvelles technologies qui sont apportées par l'électronique. D'autres acteurs pourraient le présenter beaucoup plus longuement que moi, mais ça va des TPU, des NPU, du software, puisqu'on voit que de nombreux composants dédiés software IA sont de plus en plus disponibles dans la communauté. Les données, puisqu'en fait les données étant spécifiantes, c'est elles qui quelque part conçoivent les algorithmes à la place des ingénieurs quand on travaille dans du machine learning. Et bien sûr, les algorithmes apportés, que ce soit par les différentes couches open source qu'on entend. Et pour ça, on a essayé de cibler en fin de cette étude-là un ensemble de recommandations. Donc on voit que le développement de l'IA très faible consommation, avec une intelligence et un stockage des données proches des capteurs est importante. On voit que le développement d'un outillage souverain, cette chaîne-là, et avoir une forme de confiance dans les composants développés, c'est essentiel d'en avoir une maîtrise, et que ça nécessite tout un référentiel de qualification et de certification pour ces composants d'IA qui n'existent pas forcément aujourd'hui, en tout cas il faut faire évoluer tous les référentiels de certification et de qualification pour le monde logiciel. Si maintenant je reviens, parce qu'on voit bien, quelque part le lien est fait, et je reviendrai tout à l'heure sur le lien, sur l'environnement plutôt IA de confiance. Le côté électronique allait fournir des nouvelles puces, des nouvelles architectures, des nouveaux outils qui permettent d'avoir des systèmes plus performants et moins énergivores. Mais on voit que pour tirer pleinement parti de toute cette puissance-là, il faut de nouvelles méthodes de conception qui soient capables d'exploiter ces architectures-là et surtout de déployer en confiance les composants d'IA. Et donc là, c'est le travail qui a eu lieu en marge du montage d'un programme qui s'appelle Confiance.IA, qui a pour vocation d'adapter les méthodologies de conception et de développement et de maintien en conditions opérationnelles des systèmes qui contiennent des composants d'IA. Et dans ce cadre-là, les questions se posent de comment qualifier des composants à base d'IA, donc quelles sont les méthodes de métrologie, comment on caractérise, comment on quantifie le risque d'un composant d'IA quand il est intégré dans le système, comment on prend en compte le caractère évolutif et incertain du composant dans un système intégrant de l'IA. Et si je reviens plus spécifiquement sur les problématiques, parce que là on voit que ça traite tous les composants d'IA et pas seulement ceux liés à l'embarquabilité. Si on regarde le focus qui a été fait sur l'embarquabilité, on voit que, par exemple, il est nécessaire de garantir la conformité du modèle une fois embarqué par rapport à celui qui a servi au développement. On voit qu'il est nécessaire d'avoir une bonne estimation dès les phases initiales de conception de la consommation, et aussi bien en temps d'exécution qu'en énergie, d'un composant d'IA à partir de ces paramètres. On voit que tous les travaux qui ont été faits sur l'analyse d'impact des fautes matérielles sur des composants logiciels classiques doivent être revisités à l'aune des composants machine learning, et peut-être d'ailleurs tirer parti des spécificités de ces algorithmes à base de machine learning. Et puis on doit pouvoir aussi exploiter ces propriétés de régularité pour exploiter au mieux les nouvelles architectures hardware hétérogènes que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de coprocesseurs dédiés à l'IA, de TPU, de NPU, de chips neuromorphiques et beaucoup d'autres composants qui peuvent être identifiés. Donc voilà un petit peu les deux travaux qui ont été menés, et pour essayer de fusionner ça dans un ensemble de recommandations ou de verrous et de challenges. Et l'enjeu numéro 1 du GT dans ce cadre-là, c'est d'essayer de partager entre des acteurs différents qui viennent de domaines différents ces différents groupes de travail. Parce que si je devais résumer une chose, le domaine de l'IA embarquée aujourd'hui est un domaine qui est en... Il y a énormément d'initiatives dessus, il y a énormément de choses, et donc l'objectif du GT n'est pas de créer un groupe de travail de plus pour produire d'autres documents, mais plutôt d'essayer de faire un lieu de synthèse où les gens peuvent s'échanger ces différentes sources d'informations, partager leurs différents retours d'expérience et faire remonter quelques recommandations, notamment vers les initiatives dont j'ai parlé, puisque de chacune de ces initiatives, des grands projets démarrent, et ça permet aussi d'interfacer les membres avec ces différents projets.
L'objectif 2021, c'est d'organiser, comme on l'a fait avec le GT Sûreté de fonctionnement cette année, des moments d'échange où tous les différents acteurs pourront présenter les résultats de ces différents groupes de travail, de ces différentes initiatives. L'objectif étant de consolider une liste de verrous qu'on souhaite pousser au sein de la filière embarquée comme étant des verrous critiques à lever. Alors bien sûr, l'objectif du groupe de travail, comme je l'explique, n'est vraiment pas de faire des sessions de travail, mais plutôt des sessions de partage sur ce que les différents membres. On serait ravis d'accueillir des représentants de différentes filières qui souhaitent s'informer et ou nous faire part de leurs propres initiatives en la matière. Encore une fois, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de richesse aujourd'hui dans ce monde-là où il y a énormément d'initiatives que d'écouter, d'entendre ce que font les autres, les problèmes auxquels se sont heurtés les autres, les solutions qu'ils y ont apportées. C'est quelque chose qui bouge très très vite et donc voilà, on souhaite faire 3 ou 4 sessions cette année. Peut-être cette année aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, ça a été évoqué, il y a le GT Ménicor qui s'arrête, mais parce qu'on voit qu'il y a une forte convergence et je serais ravi d'intégrer les personnes du GT Ménicor qui ont envie de voir comment leurs outils et leurs solutions peuvent s'intégrer dans ce côté IA embarqué, parce qu'on voit bien que ces architectures-là hétérogènes ou un peu nouvelles de type Ménicor s'appliquent très très bien à cette typologie de solutions. Et là, la question, c'est comment on les exploite et comment on a l'environnement logiciel pour correctement les exploiter. Donc j'en profite aussi pour rebondir sur ce que vient de dire Loïc. Effectivement, le groupe de travail Ménicor a proposé d'arrêter ses activités fin 2020 et la décision a été prise en conseil d'administration de clôturer le groupe. Parce que ce groupe a été initié, animé par Stéphane Cordova de Calray. Donc les projets de Calray ont continué à avancer, mais en fait, il y avait peu d'intérêt de continuer ce GT sans la participation d'autres fabricants de microprocesseurs comme STMicro ou Greenwave, à titre d'exemple. Et effectivement, ils ont toujours considéré que l'IA était une problématique cruciale. Voilà, je vais poursuivre avec d'autres groupes de travail. Donc, je commence par le GT normes pour la sûreté de fonctionnement. Il y a eu quelques nouveaux entrants dans le groupe. Ils sont toujours en recherche d'acteurs dans le domaine du médical. J'ai noté en particulier le départ en retraite de Jean-Paul Blancard, mais il a toutefois décidé de rester actif dans le groupe. Ce groupe souhaitait privilégier toutes les réunions en physique, mais finalement, au vu du déroulement de l'année, donc ils n'en ont fait aucune sur le premier semestre 2020, ils ont décidé de les rendre virtuelles. Il y a eu 2 réunions qui ont été faites au second semestre. Ils ont également présenté un papier au congrès ERTS 2020 et il y a des discussions en cours avec l'I3E sur la révision d'un standard d'estimation de la fiabilité du logiciel. Je peux enchaîner sur le GT Ingénierie des systèmes embarqués critiques. Donc Loïc en a parlé tout à l'heure, ils ont eu une réunion avec le GT IA embarqué qui a accueilli plus d'une vingtaine de participants. Ils ont des travaux en cours sur des approches complémentaires sur l'ingénierie des systèmes critiques en s'appuyant sur des cas d'usage dans le domaine du ferroviaire et dans le domaine du nucléaire. 2 DGT ont été un peu moins actifs en 2020, principalement pour cause de surcharge de travail de leurs pilotes respectifs. Donc le GT virtualisation des plateformes électroniques, ont toutefois participé à une journée qui a été organisée par Systématique sur le jumeau numérique. Et il y a aussi des travaux qui sont réalisés dans le cadre du projet CPS for Europe sur Modeling et Simulation as a Service qui font le lien avec ce GT. Et le deuxième, c'est GT logiciel pour objets connectés intelligents. Mais son pilote, Jean-Philippe Malisset, nous a toutefois indiqué lui aussi la volonté de faire des liens avec les travaux du projet CPS for You. Un petit mot sur l'animation transversale que nous avons réalisée avec Agnès. Nous avions prévu initialement une réunion inter-GT par trimestre.
On n'en a réalisé que 2 sur l'année 2020. On tentera en 2021 d'en réaliser 3. On a déjà identifié un thème transversal qui intéresse la plupart des participants, c'est les interfaces safety, security. Donc surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez des cas d'usage à nous partager. C'est vraiment l'objectif de cette prochaine réunion InterGT, de partager des cas d'usage. J'insiste aussi, là, comme un petit peu chaque année, sur l'insistance de contribuer à ces groupes de travail, de nous proposer de nouveaux sujets, de nous proposer des nouveaux acteurs pour les travailler, car vraiment, ces communautés d'experts sont la force d'Embedded France. Oui, effectivement, on a eu quelques réflexions là en 2020. On a eu aussi des échanges avec le pôle de compétitivité systématique pour renforcer les liens entre le pôle et puis Embedded France. Et tout dernièrement, là, le 10 janvier, il y a une réunion qui s'est tenue avec le Hub Digital Infrastructure et IoT. Et il semblerait que la création d'un nouveau GT Edge Computing prenne tout son sens. Donc, c'est aussi à creuser. Et puis enfin, indépendamment des GT, je souhaite aussi mentionner l'écriture d'un article qu'on a réalisé alors entre fin 2019 et début 2020, qui avait été accepté par le comité d'organisation ERTS et qui a donné lieu à la présentation d'un poster donc sur la présentation d'Embedded France, toutes ses missions, ses activités, ses différents groupes de travail, et qui a été présenté lors du congrès ERTS 2020. Voilà, donc merci à Olivier Guetta pour cette vidéo très complète, cette présentation de l'activité des groupes de travail ainsi que les perspectives 2021. On a donc beaucoup parlé d'IA embarqué avec Loïc Quanta, l'IA embarqué qui sera au cœur de la 3e table ronde cet après-midi. Loïc Quanta, je sais, est dans la salle, alors j'ai un peu de lumière, donc Loïc, vous pouvez me faire signe pour monter, voilà, et vous répondrez dans quelques instants à d'éventuelles questions des internautes, celles et ceux qui nous suivent devant leur ordinateur. Merci donc Loïc, je vous laisse prendre place. Et on va également parler maintenant de la commission emploi-formation dont s'occupe Luc Chabaudy d'Altran et Eric Stéphanie de Viveris qui me rejoignent sur cette scène pour faire donc un bilan de cette commission emploi-formation. On vous accueille messieurs. Loïc, prenez place et on vous écoutera aux réponses à d'éventuelles questions. Luc, bonjour. Eric, bonjour. Bienvenue donc dans ces assises semi-virtuelles, semi-présentielles. Donc on va parler donc avec vous deux de la commission emploi-formation qui reste au pupitre. Vous restez tous les deux. Eric, c'est à vous. Donc Eric, plus d'un mètre, c'est ça on va essayer de respecter la distanciation sociale. Eric Stéphanie, donc à vous. Bonjour à tous et puis bonjour à tous en ligne. Tout d'abord, la première slide, il y a une slide. Et vous avez donc, Eric, les slides ouais, ici, sinon, voilà. Ouais. Avec lunettes? Avec lunettes. Voilà. Et c'est de plus en plus avec lunettes à force des années. C'est bon. Pour tout le monde pareil, je vous rassure. Merci. Juste tout d'abord, un petit rappel sur la commission formation et sa composition. Et pour nous, cette année, ça a été une année importante parce qu'elle s'est largement étendue avec l'accueil de plusieurs nouveaux membres. Et ça a été un grand plaisir, avec quand même un objectif qui est d'avoir une parité. Alors vous voyez, on est à 36%. Alors certes, on peut mieux faire, mais quand on regarde comparé malheureusement encore aux écoles d'ingénieurs, je pense que 36%, si c'était pour toutes les écoles d'ingénieurs, ce serait déjà un très bon chiffre. Mais néanmoins, notre objectif est quand même d'arriver à 50% de parité dans cette commission. Et cette commission a l'intérêt aussi de mettre ensemble des industriels, des sociétés d'ingénierie et puis aussi des académiques et des écoles. Et je pense que c'est un moyen pour nous d'avoir des échanges constructifs. Alors, la slide suivante, ce qu'on s'était donné comme mission en 2020, c'était tout d'abord de retravailler ce qui est notre référentiel sur le PIEC, sur tout ce qui est nos compétences. Ça, c'est un premier objectif qu'on s'était fixé. C'est vraiment très difficile avec l'âge de voir une slide si loin. C'était un premier objectif. Le second objectif, c'était, ça a été présenté tout à l'heure par Mathieu Veil, c'était quand même d'être encore plus présent au sein de notre écosystème, et en particulier sur la partie électronique, et donc notre présence renforcée, en particulier bien entendu sur l'axe de la formation, qui est un thème majeur pour l'ensemble des métiers de l'électronique et donc des systèmes embarqués. Et
À travers ça, c'était aussi le moyen de s'adresser un peu plus aux jeunes, avec des perspectives tout d'abord sur attirer des gens dans les écoles. Ça passe aussi les sensibiliser très tôt, donc déjà dans les lycées, pour qu'ils s'intéressent aux filières et aux filières des systèmes embarqués. Dans un ordre similaire, c'était d'augmenter les espaces d'échange au sein des écoles, donc à travers des hackathons, l'organisation de ce type d'événements. Et enfin, c'était, et c'est ce que je précisais auparavant, c'était aussi l'occasion en étant en contact entre industriels et écoles et universités, de recueillir les besoins que ces personnes ont et ce qu'on doit faire pour attirer encore plus de talents dans cette filière. Et enfin, c'était donc la dynamisation de tous les échanges. Je vais laisser Jean-Luc parler des réalisations. Alors, donc 2020, trois objectifs tels que rappelés par Eric. Alors, mais le Covid est passé par là. Mais avant toute chose, ce qu'on a pu noter, Mathieu Veil l'a mentionné tout à l'heure, Cédric, et je pense qu'on n'aura pas fini d'en reparler dans la journée, notre secteur a quand même pas si mal résisté que cela. Probablement parce qu'il est encore une fois cross-industrie, hein, et encore une fois que nous souhaitons développer cette cross-fertilisation, notamment en mieux adressant le secteur médical. Donc voilà, le secteur a quand même pas si mal résisté que cela. Et deuxièmement, c'est aperçu sous l'angle de la formation des opportunités offertes par les échanges à distance. Voilà. C'était sans doute évident, mais on a pu le mesurer sous notre angle qui est le nôtre, celui de la formation. Alors, premier objectif, remettre en place les référentiels. Donc, mettre à jour la carte au PIEC et le référentiel des métiers pour qu'on essaie de tous parler le même langage. Alors, nous avons mis sur le site internet l'étude au PIEC de 2014. Est accessible, bien entendu, gratuitement. Hein. En revanche, on n'a pas pu prendre en compte sa mise à jour, c'est bien prévu, ainsi que le travail sur le référentiel des métiers et des compétences. Ça, c'est prévu donc pour 2021. Deuxième objectif, donc nous rapprocher de la filière électronique qui a en gros les mêmes enjeux, je ne vais pas dire soucis, mais les mêmes enjeux que nous d'attirer les jeunes. Avec un prisme légèrement différent, mais voilà, on a les mêmes enjeux, donc on a décidé évidemment de faire front commun. On a peut-être un tout petit peu d'avance parce que nous sommes plus petits, donc plus agiles. Et donc, à ce titre, un EDEC donc, sur des métiers en tension a été organisé par le gouvernement. Et donc, deux de nos adhérents, donc Mathworks et Cathy, se sont proposés à être interviewés hein, pour cet état des lieux préliminaire à toute action. Les jeunes. Le challenge de la commission emploi formation, c'est bien évident. Alors, si on détaille un petit peu, donc, on avait prévu d'attirer les jeunes avec le mode de com qui leur plaît, donc des petites vidéos punchy sur le site, très green tech, etc. Voilà, tout ce qui aujourd'hui motive les jeunes. L'objectif est toujours là, on n'a pas pu le faire. On a dû vraiment se focaliser, mais l'objectif est là. Attirer les jeunes avec des communications qui leur plaisent et qui les touchent. De la même manière, on a décidé de solliciter Loïc, il n'est pas bien loin de moi, sur la rédaction de white paper sur l'intelligence artificielle. Bien passer le message aux jeunes que non, l'IA n'est pas uniquement travailler dans le cloud. L'IA, c'est traitement intelligent de données et il faut considérer la chaîne de données. On parlera beaucoup d'edge computing tout à l'heure, mais c'est exactement cela. La chaîne commence au niveau de l'embarqué, au niveau des capteurs, parfois extrêmement intelligents et capables par eux-mêmes de réaliser des traitements d'IA. Et ce n'est pas Calré qui doit être quelque part dans la place, Renaud qui me démentira. Évangéliser. Voilà. Et évangéliser les lycées. Donc, sous l'impulsion notamment de Mathworks, d'Ascension, on avait prévu de participer à des compétitions, des RoboCup, etc., des challenges. Bon, malheureusement, tout cela, ça a été reporté à l'an prochain. Les ingénieurs, toujours pareil, aller dans les écoles, évangéliser ce que sont les métiers embarqués, les carrières, etc. On a pu le faire à 2 reprises pour Télécom Paris et puis l'ESIA. Voilà, encore une fois à distance. Et ça a bien marché. Et je remercie encore Bertrand Tavernier qui a participé au MSD Télécom Paris. Et voilà, à distance, ça s'est très très bien passé. Rapprocher les industries des académiques. On avait focalisé au départ sur les stages. On pensait que, vu le Covid, les difficultés allaient être extrêmement importantes dans les stages. En fait, le gouvernement, comme vous le savez, a remis en place un peu les contraintes et l'environnement, donc la pression s'est réduite. On s'est immédiatement focalisé sur les problématiques de contrat d'apprentissage qui, semble-t-il, n'ont pas été si importantes que cela, encore une fois,
notre secteur, parce qu'encore une fois, les industriels ont tenu leurs engagements. Et puis la nouveauté, c'est le trophée étudiant. Pour la première année, un trophée étudiant sera remis aujourd'hui, et c'est quelque chose que nous souhaitons vraiment persévérer. Voilà. Merci à vous et bonne fin de journée. Timing parfait. Merci beaucoup Luc Chabaudy, merci beaucoup Eric Stéphanie. Il nous reste quelques minutes, donc alors je vois que l'informatique essaie de me communiquer quelques questions. Elles ne viennent pas, je crois qu'on a des problèmes de connexion. Loïc Quentat, donc on a beaucoup parlé donc avec vous, alors vous avez un micro là, voilà, de l'IA embarquée. Ce sera le thème de la 3e table ronde qui aura lieu cet après-midi. La question de cette table ronde, c'est quels outils et quelles technologies clés sont à maîtriser? Qu'est-ce qu'on pourra répondre, essayer de répondre à cette question, à cette vaste question? Il y a énormément d'outils aujourd'hui. Après, on peut regarder. Si on focus sur l'IA embarquée, je pense qu'il faut maîtriser déjà les frameworks d'IA. Ils sont fournis majoritairement aujourd'hui par les GAFA et ou par leurs équivalents chinois, mais il y a des outils simples pour commencer, notamment si on veut débuter dans ces aspects-là. On parlait d'éducation tout à l'heure avec l'initiative Scikit-Learn qui est issue de l'INRIA, etc., qui est quelque chose de français, qui permet de rapidement mettre en œuvre des techniques d'IA, donc de mettre la main dedans, de comprendre un petit peu facilement, sans rentrer dans des choses trop complexes comme le deep learning. L'outillage est vaste. Faire une liste ici ne serait pas forcément pertinent. Beaucoup sont open source. Ce qui est important au-delà des outils, c'est de comprendre leurs interactions et la méthodologie qui est sous-jacente. Parce que le risque, c'est d'appliquer des outils sans forcément comprendre ce qu'on fait, avoir l'impression d'avoir quelque chose qui marche très vite. Et dans les faits, quand on le met en œuvre réellement, et c'est d'autant plus vrai dans les systèmes embarqués où on a des contraintes de bon fonctionnement dans le temps, avoir des surprises ou ne pas le maîtriser. Donc c'est maîtriser l'impact et la mise en œuvre de ces outils. Et ce qui est le fil rouge de cette journée, les enjeux de souveraineté. On parle là de quoi? De souveraineté purement française, je pense que vous allez me dire non. De souveraineté plus au niveau européen. Alors, elle est européenne. Alors, encore une fois, ce n'est pas une souveraineté absolue. Il faut accepter d'utiliser. L'open source est un bon outil. On parlait de l'open source logiciel, mais l'open source hardware qui avait été présenté par Bertrand Tavernier est aussi un enjeu assez crucial pour maîtriser le contenu, déjà, de tous ces éléments de puce, pour rendre plus facile leur mise en œuvre. Mais après, effectivement, être capable de ne pas dépendre, entre guillemets, d'une entreprise ou d'un petit groupe d'entreprises pour pouvoir déployer ou avoir le droit d'utiliser certaines technologies est essentiel. Donc l'open source sera un élément, mais le fait d'avoir des acteurs, des projets européens et des initiatives européennes autour de l'interconnexion de toutes ces boîtes à outils est un enjeu clé dans les années qui viennent. Et le manifeste des industriels pour l'IA dont parlait Mathieu Veil, c'est un point important, crucial. C'est un point crucial. Alors, je pense que d'autres acteurs dans la salle seraient mieux à même que moi de parler au nom du manifeste. Absolument. Mais ce que j'en ai perçu, c'était le fait que l'IA, ça n'était pas que le cloud et que l'IA dans le cloud, c'était aussi de l'IA dans tout un ensemble de composants et de systèmes embarqués dans la vie de tous les jours. J'écoutais hier la DGA qui présentait son guide de la spécification et de la qualification de l'IA. Le manifeste derrière a ce besoin-là, c'est-à-dire de rendre confiance et de rendre tous ces outils et toutes ces méthodologies autour de l'IA fiables, maîtrisés et, j'ai envie de dire, adaptés aux attentes européennes qui ne sont pas forcément les mêmes que les attentes de d'autres continents. Il nous reste, Loïc, une minute, une question qui apparaît, parce que les questions fonctionnent. Comment pourrait-on faciliter et tout mettre en place pour favoriser les échanges interfilières? Déjà, c'est de savoir ce que font les autres filières. C'est pour ça que j'ai voulu que l'objectif du GT soit très limité. C'est-à-dire que les sessions, c'est souvent des questions où chaque partisan vient dire moi je présente ce que je fais, et donc savoir ce que les autres font, c'est déjà une bonne manière de créer les liens d'échange ou les potentielles contributions. Après, et là je parle un petit peu en tant que dans le cas je travaille à l'IRT Systemix, on aime bien monter des projets comme ça multifilières. Donc on va avoir des gens de filières différentes qui vont travailler sur une thématique particulière. Je vais prendre un sujet qui n'est pas lié à l'IA, mais qui moi m'a éclairé sur toute la pertinence de ces échanges-là, c'est la cybersécurité ou comment on sécurise une plateforme hardware embarquée.
les gens de la défense, les gens de l'aéronautique, les gens de l'automobile ont le même problème. Et ils ont décidé de venir travailler ensemble sur un même projet. Donc les ingénieurs de ces différentes filières et les chercheurs qui travaillent ensemble dans le même bureau ou sur les mêmes sujets vont se cross-fertiliser parce qu'on voit bien que chaque filière a développé ses particularités, ses habitudes, et que souvent, entre l'aéro et l'automobile, par exemple, ils ne sont pas forcément au même niveau et à la même avancée. J'avais bien aimé là-dessus l'année dernière une remarque du groupe 1 qui était de dire, quand l'aéronautique est arrivé sur le groupe de certification, on était convaincus d'être très en avance. On s'est aperçu que finalement l'automobile, dans certains domaines, avait fait des choses que nous, on n'avait pas découvert. Et donc chacun a forcément un petit peu ses forces et ses faiblesses. Et dans des lieux d'échange ou dans des groupes communs, c'est comme ça qu'on arrive à partager.